sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'affaire Coffin. L'affaire Coffin, c'était il y a 70 ans pour être relativement précis. Et c'est une histoire qui a réellement marqué toute l'histoire du Québec, surtout de la Gaspésie en fait, du Québec et du Canada. Et justement, il y a un livre qui sort ces jours-ci en fait, et c'est Sylvain Rivière, dis-je, qui en est l'auteur. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir recevoir justement Sylvain Rivière. Bienvenue parmi nous. Merci bien. Merci de m'accueillir ici à Gaspé parce que c'est le berceau de l'histoire finalement. Donc, c'était normal qu'elle revienne ici. Puis là, je tiens absolument à montrer le livre parce qu'on parle quand même d'une brique qui est en train d'être lancée. Tout le monde le voit bien, oui. Qui est en train d'être lancée. Puis d'ailleurs, ça va être lancé. Il y a le lancement qui est le 28 mai prochain au Musée de la Gaspésie à 17h. Bon, là, c'est dit, c'est correct. Ouais. Puis là, n'en demeure pas moins que c'est pas tout le monde qui sait exactement le fond de l'affaire ou l'histoire de l'affaire Coffin, parce qu'on va l'appeler comme ça. Peut-être nous situer un petit peu. On va commencer par parler du personnage. Ouais. Wilbur Coffin, qui est-ce? C'est pas tout le monde, puis heureusement, parce qu'il y aurait probablement plus de monde qui serait révolté puis qui prendrait position pour justement renverser l'histoire un peu d'une certaine façon. Wilbur Coffin, c'était un Gaspésien qui était ici originaire de York et puis qui a fait, comme beaucoup de Gaspésiens, qui a fait plusieurs métiers et puis qui a même fait la Deuxième Guerre. Hein. Il a fait la campagne de Hollande, d'Italie et tout ça. Et puis, il a travaillé comme cuisinier. Après, il est prospecteur. Il a même travaillé aussi à Murdochville au début de la mine, c'est ça. Et puis, par la suite, il était devenu prospecteur parce qu'il avait travaillé un peu de ce côté-là, du côté de Val-d'Or. Puis, il s'était rendu compte qu'ici aussi, on avait vraiment une richesse sous les pieds. Et puis, c'est ça. Alors, il y a eu, la malchance, je dirais, de rencontrer 3 chasseurs américains qui venaient ici pour chasser l'ours. Un père avec son fils et l'ami de son fils. Ça, c'était en 1953, c'est bien ça? En 1953, c'est ça, en printemps, l'été 53. Et puis, alors, il les a rencontrés parce que lui, il montait finalement faire de la prospection sur ses claims, ses concessions. Et puis, quand il est arrivé au pied de la côte, il a vu qu'il y avait une camionnette qui était là en panne et tout ça. Alors, il est allé à leur hauteur, puis les autres, il y avait un problème parce que la veille, il avait traversé un ruisseau alors qu'il avait rencontré des gardiens qui leur avaient dit « Non, traverse pas là parce que finalement, la rivière est trop haute. » Puis, lui, il avait sa tête dure de traverser. Il a traversé. Et puis, finalement, ça a amené des complications avec la voiture. Alors, le lendemain, ils sont tombés en panne, c'est comme ça. Et puis, c'est comme ça que Coffin, qui montait à ses concessions, les a rencontrés. Et puis, là, ils s'en arrivaient à une conclusion, probablement, on ne sait pas si c'est le père Lindsay ou Coffin, mais en tout cas, ils ont arrivé à la conclusion que le problème, c'était la pompe à gaz. Okay. Alors, ils ont dit, ils ont demandé à Coffin s'il voulait redescendre avec le fils à Gaspé pour acheter une nouvelle pompe à gaz et puis la remplacer pour pouvoir continuer dans le bois puis se rendre au camp de chasse. C'est ça. Coffin, là, quand on lit l'ensemble de l'ouvrage, je suis passé à travers quand même. Et on se rend compte que c'est un bon gars. C'est un Roger Bontemps. C'était Roger Bontemps, c'est un Gaspésien comme à peu près tous les Gaspésiens qui avait une vie à peu près normale, qui aimait vivre, qui aimait sortir, qui aimait prendre un petit coup comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, c'était... Puis ceux qui en parlent, ceux qui le connaissaient bien, le décrivent comme ça, comme un Roger Bontemps, comme un gars serviable, comme un gars qui avait pas de malice ou qui pouvait pas s'imaginer que cet homme-là aurait pu commettre des actes comme ça. Ça, en tout cas, ça revient plusieurs fois dans l'ouvrage. D'ailleurs, c'était le genre de personne qui était prêt à payer la tournée avec 50 cents en poche, puis qui était prêt à aider les gens en général. Et puis là, on est en juin 53, et les touristes américains disparaissent. Et là, l'histoire commence. Ouais. Raconte un petit peu. L'histoire, là, ils disparaissent, oui, mais ça a pris un certain temps. Avant, ça a pris comme peut-être une quinzaine de jours
avant qu'on sache qu'il était disparu, avant que Mme Lindsay, la dame qui est aux États-Unis, du père, oui, contacte ici la police pour dire qu'elle trouvait ça bizarre que son équipé n'était pas revenu de la chasse. C'était pas 2 jours plus tard, c'était déjà 15 jours. Là. Ça fait que ça commençait à dater. Alors là, ils ont commencé des recherches un peu et tout ça. Et puis, Coffin est devenu vite, le témoin numéro 1 parce que c'était lui qu'on avait vu en dernier avec eux, tu sais. Et puis, il était parti à Montréal, et puis par la suite à Val-d'Or, parce qu'il avait envoyé des échantillons à des agents miniers là-bas qui avaient répondu que finalement, ça avait l'air quand même un filon intéressant, puis que ce serait bien qu'ils se rencontrent. Donc, il est allé pour ça. Fait que déjà là, ça paraissait pas bien, dans le sens qu'il était parti. Donc, c'est là qu'on a commencé à douter de lui et tout ça. Ça, parce que c'est juste pour placer, c'est que au moment où Mme Lindsay finalement a demandé à ce qu'il y ait des recherches qui soient faites, éventuellement, ils ont trouvé quelque chose. Et en l'occurrence, on a retrouvé quoi? Des cadavres en pièces détachées presque? Dans les jours qui ont suivi, oui, là, ils ont commencé des recherches finalement, mais écoute, c'était pas évident, là, dans la forêt, comme ça, en plein cœur de la forêt. On était rendu en juillet et tout ça. Alors, ils ont commencé, puis là, ils ont trouvé les premiers corps et tout ça. Puis ils ont trouvé par la suite le corps du père, qui était quand même pratiquement presque 1 kilomètre des 2 autres corps. Là. C'était pas juste à côté. Et puis, lui, c'est le seul, d'ailleurs, qui n'a pas trouvé la tête. C'est un peu spécial. Et puis, les corps avaient été apparemment dévorés par les ours. Ce qui fait qu'il y avait presque plus... il y avait un bout de jambe dans une botte. Il y avait une chemise à carreaux, 2 chemises, des trucs... quelques vêtements. Mais ils ont trouvé une carabine aussi à côté du père avec... sur la crosse, il y avait des cheveux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas trop. On peut même pas. Il n'y a pas de corps. On ne peut pas savoir s'il a été tiré. On ne peut pas savoir si c'est un coup de crosse qui l'a tué. S'il était fini par les ours. On ne peut pas... Fait qu'on part avec des spéculations automatiquement. Mais là, on s'entend, ils ont retrouvé les corps, c'est des policiers finalement qui ont été à la recherche. Coffin était absent, c'était le dernier, ou du moins c'est le dernier qu'on avait vu en leur compagnie. Donc là, les soupçons ont été portés sur lui. Et là, c'est comme là, ça commence à débouler tranquillement. Là. Ça déboule tranquillement, mais ça déboule dans le sens que là, on essaie de rejoindre Coffin, puis on lui on demande de revenir au plus vite en Gaspésie pour prendre part aux recherches. Ce qu'il fait d'ailleurs, il descend d'ailleurs avec ses agents miniers, parce que lui, là, il est rendu à Val-d'Or, puis les agents miniers, ils veulent venir voir aussi sur place les échantillons et tout ça, donc il revient avec eux autres. Et puis, entre-temps, il y a le sergent ici, il y a le chef de police de Gaspé, le sergent Henri Doyon, puis, qui connaissait très bien Coffin et la famille et tout ça, et qui, pour lui, c'était évident que Coffin ne pouvait pas être le meurtrier et tout ça. Alors, ça, déjà là, c'était une pierre dans le soulier pour le gouvernement, parce que le gouvernement de Duplessis, lui, ça le mettait dans l'eau chaude, hein? Parce que, écoute, il avait peur que le touriste américain soit menacé et tout ça. Puis, d'ailleurs, il y avait des pressions aussi des clubs là, américains de chasse et de pêche et tout ça. Et puis, d'ailleurs, ils venaient de vendre le Labrador aussi pour une pièce aux Américains. Donc, ils étaient prêts à vendre beaucoup de choses pour pas grand-chose. Là. Alors, c'était pas la vie d'un homme qui le dérangeait tellement. Parce qu'à ce stade-là, c'était clair que c'était effectivement un triple meurtre. Parce que il y avait des traces de balles dans la chemise, dans la veste. Là, c'est les seuls qui ont trouvé d'ailleurs. C'est ça. Ce qui fait que on cherchait le coupable idéal. Là, ça a été sur Coffin en tant que tel. Et puis là, c'est comme le procès dure c'est en 1953 que le crime a lieu. Coffin est pendu en 1956. Oui, le 10 février 1956. Ça a été... parce que là, au début, on pourrait parler que, c'est une histoire de crime, entre guillemets, banal. Mais là, tout à coup, tout dérape. Là, c'est Duplessis se met les pattes là-dedans. Tout devient extrêmement compliqué. C'est comme... Il faut dire qu'il y a le beau jeu, Duplessis, parce qu'en plus de premier ministre, il est procureur général. Ça fait qu'écoute, il a tout en main pour faire ce qu'il veut.
Puis là, quand il voit que Doyon, à qui il reproche d'être trop ami avec les Gaspésiens, il décide de le dégommer et puis d'envoyer un de ses sergents les plus redoutables, tout ça, tu sais, Alphonse Matt, qui vient, lui, pour faire, comme on dit, pour faire la job de bras. Là. Lui, il est mandaté pour régler le problème au plus vite. Ça presse, et puis, regarde, on a pratiquement le candidat idéal, fait qu'on va travailler autour de ça pour amener des preuves supposément circonstancielles qui n'ont jamais été prouvées de toute façon. Alors, c'est ça le nœud de l'affaire. Encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire 70 ans plus tard. Mais parce que c'est justement... Puis t'as fait... Très sincèrement, là, bon, t'aimes pas que je dise ça, là, mais n'en demeure pas moins, je te décris comme écrivain, poète, journaliste, et moi je dis enquêteur. Parce que quand je passe à travers ton livre, la quantité d'informations qu'il y a là-dedans, puis c'est un livre qui est extrêmement abondamment illustré. Et quand on passe à travers, là, on se rend compte que, bon, oui, certes, Wilbur Coffin, suspect numéro 1, mais à travers l'histoire, on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'autres suspects, en fait. Par exemple, il y a un nommé Baker, de l'hôtel Baker, fait. C'est quoi? C'était son père qui était propriétaire de l'hôtel. Son père et le fils était un bon ami de Coffin. Bill Baker, mais d'ailleurs, il était dans la compagnie avec Coffin de Claim. Lui, il fournissait le camion, puis il y avait un troisième aussi qui venait de la Nouvelle-Écosse, que Coffin avait connu à Murdochville, et puis qui, lui, fournissait un petit peu d'argent. Puis, d'ailleurs, qui était supposé... Puis ça a été un élément aussi qui a pas aidé Coffin, parce que le matin où Coffin est monté dans le bois puis qu'il a rencontré les chasseurs en panne, l'autre était censé monter avec lui. Mais apparemment, il connaissait pas le bois puis il avait de la misère à faire 2 pas en avant de l'autre, puis qu'il était assez lourd d'eau. Donc, Coffin, lui, il avait été élevé dans le bois, il connaissait ça. Fait qu'il a décidé de partir tout seul, tu sais. Mais si l'autre avait été avec, peut-être que ça serait passé autrement, parce qu'il y aurait eu un témoin, il y aurait eu des choses il aurait pu se passer bien des choses. Ouais. Mais dans le cas de Baker, tu sais, puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est parce que c'est dans la série True Crimes, tu sais, c'est comme les gens aiment ça. Là, c'est bien à la mode de ce temps-ci. Là. Ouais. Et puis, mais là, il y a des rebondissements, ça se tire dans tous les sens. Baker, par exemple, qui était un associé donc de Coffin. Un ami. 2 mois après. Il est mort dans des circonstances vraiment, mais vraiment étranges. Puis c'est une force de la nature en plus. Quand on voit les photos, c'était quelqu'un qui était dans fleur de l'âge, qui était vraiment en forme et tout ça. Il meurt d'un infarctus comme ça du jour au lendemain, supposément après avoir bu un verre d'eau. Et puis, mais le plus spécial dans tout ça, c'est que Duplessis refuse l'autopsie. Pourquoi? Donc, il y a ça. Ensuite, il y a un dénommé Thompson qui, lui, est aux États-Unis. Un espèce de fou furieux. Un espèce de fou furieux, mais n'en demeure pas moins qu'il a des informations qui sont pertinentes. Et qui, il a lu l'Allopolis. Il connaît l'histoire. En tout cas, lui, il dit à un moment donné que c'est lui qui les a tués. Ensuite, il dit que c'est plus lui. Puis ensuite, on apprend que c'est parce qu'il veut se faire rapatrier, parce qu'il a fait des crimes aux États-Unis. Il veut se faire rapatrier ici. Finalement, il se ramasse dans un asile. Après ça, il se ramasse dans une secte. Tout ça, c'est dans ton livre. Puis ensuite, on a un autre, un dénommé Cabot. Qui, ça, c'est le dernier en liste. Ça, c'est le dernier en liste qui, lui, était dans le coin de Barachois. Et puis là aussi, c'est un personnage trouble. Puis le fils qui dénonce son père, 60 ans ou 70 ans plus tard, comme par hasard, meurt pas longtemps après aussi. Sans avoir que la police ait pu... Donc ça, c'est les différents suspects. Ensuite, à travers tout ça, il y a des preuves qui disparaissent, il y a des aveux qui sont mis sous scellé, qui reviennent... Encore aujourd'hui, qui ne peuvent pas sortir, parce qu'il y a encore un comité de révision, et puis on leur refuse encore certains documents. Pourquoi? La question, le livre, ça devrait être pourquoi? Le titre... Effectivement, parce que on se rend compte, c'est parce que, dans toute cette histoire, on part du triple meurtre, on parle de Coffin, mais pour ma part, en tout cas, ce que je trouve d'absolument génial avec cet ouvrage, c'est tout le contexte de l'époque. Il y a bien des gens là, qui sont passés à l'histoire. L'histoire de Wilbur Coffin, ça a remis en question. C'est 20 ans plus tard, la peine de mort était abolie. Ça a fait partie justement de ce processus-là.
Mais dans l'ouvrage, on retrouve Pierre Elliott Trudeau, on retrouve Jacques Hébert, on retrouve tous les personnages de cette époque, de cette époque de Révolution tranquille. Qui ont eu des rôles après, tu sais, vraiment au point de vue national, puis fédéral et tout ça, des rôles importants, tu sais, de pouvoir. C'est ça, il y a eu... ensuite, c'est la mort de Duplessis, puis ensuite, c'est l'apparition de toute une classe politique. Ça fait que je dirais que c'est un drame... criminel, politique, tout s'enchevêtre. Et c'est là où ça devient vraiment comme super intéressant. Et au point même où Wilbur Coffin, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il était innocent, d'autres qui pensaient qu'il n'était pas innocent. Il y a même eu une commission d'enquête. Ça a été aussi loin qu'une commission d'enquête. Et là, c'est comme tout a été remis en question. Grâce à Jacques Hébert aussi, tu sais. Si on parle encore de Wilbur Coffin aujourd'hui, je trouve qu'il faut quand même donner le crédit à Jacques Hébert. Parce que c'est lui qui a vraiment... avant, il y a eu Édouard Béliveau, le journaliste de Toronto, qui a écrit le premier livre. Et puis, par la suite, Jacques Hébert a écrit J'accuse les assassins de Coffin. Et puis, à ce moment-là, écoute, mais c'est surtout, quand il a écrit ça, là, puis qu'il dénonçait tout le monde, écoute, ça n'a pas fait l'affaire de ceux qui étaient au pouvoir. Et puis, c'est là qu'il y a eu la commission, finalement. Et puis, d'ailleurs, Hébert a été emprisonné. Il a fait 3 jours de prison. Il a écrit un livre là-dessus. Grâce à Trudeau, il est resté juste 3 jours, par contre, parce que c'était prévu pour un peu plus long. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça lui a permis d'écrire un livre, 3 jours en prison. Là. Et puis, c'est ça où il raconte qu'il jase avec un petit rocker au-dessus de lui. Là. Puis, c'est intéressant, mais Hébert, déjà, c'était quand même... c'est un personnage dans le sens que... Tu sais, il faut avoir quand même des couilles pour dénoncer un système comme ça à l'époque, là. Puis, tu sais, il a payé le prix, il a payé cher pour ça, lui-là. Là. Ben c'est ce qui est merveilleux, c'est parce que c'est bon, on parle de Jacques Hébert ici, mais bon, il y a eu des chansons sur Wilbur Coffin, il y a eu des poèmes, il y a eu des téléséries, il y a eu il y a eu un film, il y a eu des balados, puis il va toujours y en avoir. Parce que la même question va toujours se poser. Pourquoi les réponses ne sont pas là? Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de réponses qui... on sait qu'elles existent, mais on n'en a jamais pris connaissance parce qu'elles ont soit disparu. Il y a une carabine qui a été balancée en bas du pont à Québec, je pense. Quand même, il faut le faire, là. Quand l'avocat fait disparaître une carabine en bas du pont de Québec, et puis que c'est prouvé que c'est pas la carabine qui a fait les meurtres. En plus, ça veut dire que tu viens de tout balancer les chances de ton accusé d'être disculpé. Tu sais, je veux dire. Mais là, là, on est rendu 70 ans plus tard. Ce qui m'apparaît pratiquement incroyable là-dedans, c'est que tu continues de recevoir des preuves. Il y a encore des preuves qui apparaissent à l'occasion. Là-dedans, il y a un exemple, c'est un manuscrit de notes. Je me souviens plus si c'est un enquêteur ou un journaliste. Les télégrammes, les premiers articles de journal d'un journaliste qui était en vacances en Gaspésie. Il n'était même pas là pour ça. Et il reçoit un appel de la presse puis du Toronto Star pour faire les premiers. Fait qu'il fait ça même comme ça sur le coin de la table. Et en finissant, il dit que, au bout du 2 ou 3e article, qui aimerait bien avoir un petit peu d'argent parce que les chambres de touristes sont rendues chères en Gaspésie. Bon, on est en 53 quand même, tu sais, je veux dire. Sauf que tu retrouves ces notes-là dans le fond d'une caisse de bière dans un grenier en 2022, 2023? 2023, ouais. Fait qu'il y a encore des éléments qui apparaissent et qui ne cessent. Il va toujours y en avoir. Mais penses-tu qu'un jour, là, parce que là, c'était quoi, en 2006, ça a été réouvert. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va finir par voir le fond de cette histoire? C'est parce que ça peut je pense que ça va prendre encore des pressions. Ça prendra encore des pressions. Là, pour le moment, tu sais, je veux dire... ça a été réouvert, mais on n'entend pas parler de rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si ça continue. Supposément que oui. Mais je veux dire, tout est... Puis là, tu as des témoignages là-dedans, qu'on pense, par exemple, à M. Sinet. Oui, M. Fabien Sinet. Il y a plein de gens qu'on connaît, nous, dans la région, où tu as fait des entrevues avec. C'est un travail de
combien d'années pour toi? Oh mon Dieu, tu vois, écoute, là, la première fois que j'ai entendu parler de Coffin, j'avais peut-être 7-8 ans, là, tu sais. Puis on entendait parler de ça souvent quand il y avait des rencontres de famille, des trucs. les gens se sentaient concernés par ça, parce que c'était comme quelqu'un de la famille, comme un Gaspésien. Puis, tu sais, à l'époque aussi, on voyait vraiment le décalage qui se passait entre ce qui se passait en Gaspésie, ce qui se passait à Québec, ce qui se passait à Montréal. C'était pas la même façon de prendre position, c'était pas la même façon de se défendre, on n'avait pas les mêmes moyens, on n'avait pas... Fait qu'il y a beaucoup... je dirais, la plupart des Gaspésiens ont vécu ça pratiquement de proche, dans le sens comme une injustice pratiquement personnelle. Donc, ça s'est transmis. Tu sais, moi, je l'ai reçu comme ça, un peu dans ma famille, dans l'entourage. Et puis, je me suis toujours intéressé à ça. Puis quand j'arrivais au cégep de Rimouski, ben là, j'ai réussi à trouver les livres de Jacques Hébert, puis je commençais à fouiller là-dedans. Par la suite, j'ai trouvé aussi des articles de journaux, tu sais, j'ai toujours continué. Oh. Puis dans mon premier livre, en 81, ça fait 45 ans aujourd'hui, j'avais écrit la chanson « Complainte de Wilbert Coffin ». Ça fait qu'écoute, c'est pas d'hier. Puis après ça, tu sais, d'un drôle de concours de circonstances, c'est toujours... Je dirais que c'est pas moi qui a couru après l'histoire, c'est comme l'histoire qui a couru après moi, dans un sens de donner une responsabilité, de dire des choses qu'il fallait qu'ils soient entendues ou qu'ils soient lues ou qu'ils soient vues. Alors, c'était comme ça. L'histoire m'a toujours attrapé parce que, tu vois, en 81, dans mon premier livre, j'ai fait la chanson. Après, longtemps plus tard, quand je publiais chez Victor Lévy-Beaulieu, aux éditions Trois Pistoles, tout d'un coup, tiens, qu'est-ce qui est apparu à côté de moi, en train, pour des signatures de livres, au Salon du livre de Montréal, Jacques Hébert. Oh. Bon, tu sais, Jacques Hébert, pourquoi? Parce que c'était pas un addon. C'est drôle, tu sais, à chaque bout de la vie, on dirait que les fils se touchent. Il y a quelque chose qui est, tu sais, la loi du retour, on dirait, je pense. Puis, parce qu'au départ, Victor Lévy-Beaulieu a appris son métier avec Jacques Hébert, qui avait les éditions du jour. D'accord. C'est lui qui l'a employé, puis c'est là qu'il a appris son métier et tout ça. Et puis, à l'autre bout de la vie, bien, Jacques Hébert, depuis des années, il avait fondé Katimavik, là, pour les jeunes à Cuba et tout ça. Il passait ses hivers à Cuba et tout ça. Puis là, il avait écrit un livre sur Cuba, puis c'est Victor Lévy qui était devenu éditeur, qui publiait son livre. Donc, on se ramassait. On était chez le même éditeur. D'accord. Tu sais, je veux dire, à chaque bout de nos vies, dans le fond. Et puis, pendant un an, ben, on a fait tous les salons ensemble, comme ça, tu sais. Fait que moi, écoute, la première fois que je l'ai vu, tu sais, pour moi, je le connaissais déjà à travers ses écrits, à travers Coffin, à travers tout ça. Je me sentais comme privilégié. Puis là, j'ai commencé, tu sais, il parlait de Coffin, mais, tu sais, lui, c'était quand même rendu un gros monsieur, là, puis il était sénateur, puis il était quelque chose. Puis, tu sais, j'ai vu la première approche, là, que, tu sais, il était pas trop intéressé à parler de ça. Mais après, j'ai compris pourquoi. Parce que, tu sais, il était encore blessé par cette histoire-là. Parce que, tu sais, je veux dire, ça l'a pas suivi toute sa vie, suivi ça, là, tu sais. Mais puis à l'époque, il a payé le prix. Ben, il est resté ami avec Trudeau, qui était bien placé pour le nommer là aussi. Ça fait que ça aidait aussi. Ça fait que, entre-temps, mais de toute façon, il aurait bien vécu sans ça aussi, là, tu sais. Ça fait que finalement, avec le temps, j'ai réussi à l'apprivoiser. Au début, il me regardait, puis tu sais, bon, c'est qui lui? Tu sais, j'étais comme là, puis lui était là. Finalement, tu sais, ça s'est comme ajusté. Les regards se sont, tu sais, un peu comme un qui dîme, puis l'autre qui flash, là, tu sais. On était tous les deux à la même hauteur du regard, tu sais. Puis c'est souvent comme ça qu'on peut jauger les gens. On voit quelle hauteur ils nous regardent, puis on sait où se placer là-dedans. Un peu comme un chevreuil devant... Dans les phares. Ouais. Mais quand tu regardes ça, là, c'est bon, là, on est rendu 70 ans plus tard. On sait... Bon, moi, à ce stade-ci, je t'écoute, je lis ça, puis je me dis que c'est que Wilbert Coffin, jusqu'à un certain point, pourrait être qualifié comme héros gaspésien, parce qu'il a fait bouger, mais vraiment toute la machine. Malgré lui, en fait. Mais ça, comme le peuple... je pense qu'ils ne savent pas, ou ces gens-là, la plupart sont morts là, de l'époque. Mais il en reste les jeunes redécouvrent un peu cette histoire-là. Et puis, parce que je ne sais pas si tu as vu celui aussi qui est accusé aussi de 3 meurtres, là, qui a été 30 ans en prison, qui est sorti avant les fêtes. Bon, il est sorti, mais le système judiciaire n'a jamais avoué qu'il n'était pas coupable. Puis il n'est pas encore, ils ne savent pas s'ils ne vont pas le rentrer non plus, parce que le système avoue jamais qu'il puisse se tromper, la justice.
N'en demeure pas moins que Wilbur Coffin, c'est justement parce qu'il y avait un doute tellement important qu'éventuellement, 20 ans après sa pendaison, ils ont fini par abolir la peine de mort. Ce qui fait qu'on peut dire qu'effectivement, malgré lui, Wilbur Coffin a fait évoluer la société gaspésienne, québécoise, canadienne, dans l'ensemble du système. Donc, je le rappelle, parce que là, on ne peut pas tout raconter non plus, parce qu'il y en a quand même il y en a pour 616 pages là-dedans. C'est du bonbon pour tous ceux et celles qui aiment les true crimes. Il y a du complot, il y a de la corruption, de la supercherie. C'est comme, ça vaut vraiment la peine. Je le rappelle donc, lancement à Gaspé. C'est jeudi 28 mai, musée de la Gaspésie, 17h, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, je dirais peut-être 2-3 petits mots avant de finir, si je peux me le permettre. C'est que pour en venir à Jacques Hébert, c'est que là, je l'ai connu là. Puis, moi, je lui ai demandé ce qu'il allait faire avec ses archives de Coffin. Puis, il m'a répondu que ça s'en irait à Ottawa. Mais c'était normal là, dans le contexte parce que, bon... Mais là, j'ai dit, moi, je trouve pas que c'est normal parce qu'on a déjà été assez pillés en Gaspésie comme ça. De tout du meilleur qu'on avait et tout ça, et du pire. Donc, je pense que cette histoire-là est tellement importante, nous appartient tellement qu'elle devrait revenir ici. Puis, pendant 2 ans, je ne l'ai jamais lâché. Puis au bout de 2 ans, il a fini par accepter. Et puis, les archives sont revenues ici au musée de la Gaspésie. Et puis, j'ai découvert des choses là-dedans qui n'avaient jamais sorti. Mais moi, je ne savais pas à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça ou à rapatrier ça, qu'un jour, ça me servirait. Mais juste aussi pour faire un autre petit truc, pour dire là, que finalement, à travers toutes les magouilles qu'ils ont faites pour le faire pendre, finalement, là, tu sais, ils ont tout fait, là, même pendant le procès, imagine, ils ont emmené le jury au cinéma à Chandler, alors qu'il était un huis clos. Puis ça a été dit aussi qu'il y avait un jury qui se rapportait tous les soirs au sergent Matt, imagine-toi. Ça fait qu'un beau huis clos. Puis aussi, juste finirai avec ça, mais ils ont mis aussi à 2 moments différents 2 criminels avec lui dans sa cellule qui ont payé pour leur faire avouer que Coffin avait avoué qu'il était le meurtrier alors que c'était pas vrai. Puis ils n'ont emmené un ici au procès, puis rendu ici, il n'a pas voulu parler. Il a dit que c'était pas vrai, puis je te dis qu'il remontait vite là-bas. Oui, puis on parle aussi de manipulation du jury, on parle de... Mais c'est pour ça qu'il faut absolument lire ton livre, parce que moi, en tout cas, je trouvais c'est un page-turner. C'est comme il y a plein de choses à découvrir. Faut pas tout raconter. Non, puis moi, j'ai essayé de rester quand même neutre dans l'affaire, dans le sens que moi, j'expose les faits, puis je fais confiance au lecteur, qui, lui, je trouve qu'il est assez intelligent pour faire sa lecture du livre à lui, puis de voir de quel côté il penche, de quel côté le balancement. Mais j'ai eu l'autre jour le plus beau commentaire que j'ai eu d'une personne âgée qui m'a dit « J'ai toujours intéressé à cette histoire-là, j'ai tout lu, j'ai tout vu, ce qui s'est fait. » Puis il dit « J'ai toujours eu un doute. » Puis il dit « Là, en refermant ton livre, il dit « Mon idée est faite. » Puis ça m'a fait plaisir dans le sens que je me suis dit « Ben tant mieux si ça amène un autre éclairage. » Ben, pas parce que tu as changé d'idée nécessairement. Moi, je sais pas à dire aux gens comment penser. Tu sais, je vais pas me permettre ça. Mais je me dis, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu chercher. Ben, il y a clairement quelque chose. Par contre, il y a encore des éléments qui manquent. Ah, il va toujours en manquer, c'est ça le problème. Puis il va toujours en manquer, puis plus ça va, plus il va en manquer. Parce que des témoins vivants, il en reste pratiquement plus. Et il y a pratiquement juste M. Sinette ici à Gaspé. Parce que, d'ailleurs, il était à l'enquête préliminaire, imagine, c'est intéressant. Il avait 21 ans, raconte. Oui, c'est intéressant ce qu'il raconte. Oui, puis il a été témoin, mais vraiment là, de proche. Il a entendu des conversations et tout. C'était comme... Mais c'est vraiment à découvrir. Sylvain, on peut pas raconter l'ensemble parce que il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de pistes qui s'en vont dans tous les sens que, encore une fois, moi, je recommande vivement de le lire. Ça fait que... Sylvain, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis je pense qu'il faut continuer de garder cette histoire-là vivante. Parce que moi, je continue. Moi, je suis un gars d'espérance. Puis j'espère grandement qu'un jour, c'est ça, il va y avoir ce pardon-là qui mérite. Parce que tant qu'on ne peut pas prouver, tu sais, je veux dire... puis d'ailleurs, on le voit quand on va voir sa pierre tombale. C'est marqué « Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé ». Puis c'est vrai. Puis on peut l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Qui qu'on soit. Sylvain, merci.
Sylvain Rivière, donc, auteur de l'ouvrage Wilbur Coffin, L'histoire qui ne veut pas mourir. On s'entend, mais vraiment, là, si vous aimez les histoires de true crime, si vous aimez les rebondissements, les complots, la corruption, supercherie, ça, c'est l'ancêtre de toutes les émissions qui ont suivi dans le genre. Je vous le recommande vivement pour aller, justement, pour rencontrer l'auteur et probablement acheter une copie, tiens, en passant. C'est jeudi 28 mai, Musée de la Gaspésie, 17h. Ça va être super agréable. Et très sincèrement, Sylvain est un passionné de cette affaire.